Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez l'entretien du jour. Mon invité est Monsieur Hassim Tall Boucambou. Vous l'avez déjà vu sur Ziana TV, cinéaste, documentariste. Aujourd'hui, il revient pour nous parler de son bébé, le tout dernier. C'est Révolutionnaire. Révolutionnaire, vous l'avez vu, des extraits sur Ziana TV. On l'avait déjà reçu au moment où ce documentaire était sorti. Il a fait son parcours. Avec lui, on va faire plus ou moins le bilan. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc. Votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Capitalisme a commis, impérialisme a commis, Afrique, Asie, Amérique latine. Nous luttions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis-à-vis des Blancs. Il faut accélérer la lutte pour l'indépendance. C'est possible. Moi, j'ai vu même les Blancs qui se battent pour notre indépendance. Colonialisme a commis. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que l'on ne puisse pas se comprendre. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Entrent dans le PCT les cadres qui acceptent d'abandonner leur classe, qui acceptent de mourir en tant que petits bourgeois et bourgeois pour se mettre au service des masses les plus déshéritées. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventures de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Chacun va faire sortir sa véritable veste. Moi, c'était pas celle-là. Elle était grise chez moi. Non, chez moi, c'était rouge, ainsi de suite. Et voilà. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de révolution-là, ce qu'ils ont accompli, ils ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. Hassim Tall, bonjour. Bonjour. Tout le plaisir de vous revoir ici quasiment une année après. Vous avez parcouru l'Afrique et l'Europe. Alors, parlez-nous de Révolutionnaire. Comment va-t-il? Ben, ça va, c'est-à-dire que c'est un plaisir partagé déjà de revenir sur le plateau. Et ensuite, je dirais que Révolutionnaire suit son cours. Révolutionnaire est accueilli chaleureusement dans toute l'Afrique. Et pour nous, c'est une récompense. Alors, une récompense pour un travail bien fourni. Cet accueil a déjà commencé au Congo, puisque vous nous disiez ici que vous deviez aller au Congo pour la projection. Comment ça s'est passé, alors qu'à cette période, c'était quand même, le pays était plus ou moins tendu. Comment ça s'est passé, l'accueil de Révolutionnaire? Révolutionnaire a été accueilli une seconde fois chaleureusement au Congo, c'est-à-dire que la projection s'est passée en novembre, donc 2015. C'était un vendredi, à 20h, une heure qui n'est pas habituel au Congo pour ce type de projection. Le film a été accueilli puisque la salle du Centre culturel français, enfin l'Institut français du Congo, oui, était archi-comble. Donc pour nous, dans le cadre du 50e anniversaire donc, du cinéma congolais, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire terminé par la projection du film Révolutionnaire. Et le public était au rendez-vous. Alors il faut quand même dire qu'il avait des craintes aussi. Oui, mais bon, vous savez, comme on dit, les craintes pour un certain public. Mais je pense que les Congolais avaient besoin de connaître leur histoire de manière dépassionnée.
Et les Congolais avaient besoin concrètement de voir, parce qu'ils avaient ouï dire, entendu parler du film révolutionnaire, ils avaient entendu parler concrètement, ils avaient vu les teasers, les bandes d'annonces, et ce qui les interpellait, ce qu'ils souhaitaient voir, c'était voir le film et se faire leur propre opinion de toute cette histoire assez riche et assez tumultueuse du Congo. Alors, il faut quand même dire aussi qu'il y avait déjà des idées préconçues ou des opinions déjà toutes préparées par rapport aux pays qui vivaient l'ère du référendum. Finalement, les gens ont vu le film, les autorités congolaises ont vu le film, et ce n'est que de l'histoire, tout simplement. Exactement. Je dirais tout simplement que c'est une histoire à la fois congolaise, mais c'est à la fois une histoire également africaine. C'est une histoire panafricaine, c'est une histoire de toutes les révolutions que le monde, que l'humanité a connues. Donc ce n'est pas une histoire qui est propre au Congo. Donc ce qui est important pour nous, effectivement, c'était de voir en dehors du public congolais. Donc il y a des gens qui sont venus en famille. Il y avait des pères, des mères de famille, les gens sont venus en famille, sous la pluie, jeunes, sous la pluie, il pleuvait, c'était une des pluie corps, battante, on sait très bien. Et vous savez que chez nous, comme on dit au Congo, quand il pleut, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes dehors. Et là, on était agréablement surpris de voir un vendredi soir autant de monde, sous la pluie, venir voir ce film. Donc c'était une mini-révolution des mentalités aussi. Exactement. Et je pense que le Congo en a besoin. Alors le Congo en a besoin, on va dire repartir toujours à ce Congo qui vous a accueilli. Le 23 mars, vous étiez à Pointe-Noire, festival en fait Yabeto, du côté de Tati Loutard. Et là, vous avez reçu le prix du meilleur réalisateur de la diaspora. Oui, ben, disons que c'était la première récompense du film. Hein, c'était normal que le pays reconnaisse d'abord avant que tous les autres, puisque on sait qu'après... Exactement, c'est vrai qu'on dit toujours qu'on est nul n'est prophète chez soi. Et là, vous avez été prophète. J'étais pas agréablement surpris, mais j'étais surpris et agréablement surpris, je dirais plutôt. Les Congolais donc, de Pointe-Noire, c'était le 23 mars, et les Congolais souhaitaient projeter ce film-là à Pointe-Noire, et puis surtout me réserver cet accueil-là. Alors, quand j'ai découvert le public pontonégrais à l'issue de la projection de ce film-là, c'était une belle expérience, il fallait le vivre. Et pour moi, c'était une fierté que le Congo et à Pointe-Noire le reconnaissent au moins notre travail. Et là encore, c'est toujours les yeux écarquillés, les gens découvrent cette histoire en fait qui est là, mais qui est très mal connue. Alors c'est vrai que moi je vois encore cette personne âgée, hein, je crois qu'une dame d'une 70aine d'années, qui m'a dit mais cette histoire, nous l'avons vécue, il faut que nos enfants, nos petits-enfants connaissent cette histoire-là pour qu'ils puissent se projeter. Donc pour moi, rencontrer ce type de personnes, pour moi, ça met du bon au cœur et ça nous encourage tout simplement à continuer sur cette voie. Et c'est une mémoire congolaise puisque la plupart des personnages qui sont dans Révolutionnaire, en fait, beaucoup nous ont déjà laissés. Hein. Exactement, je dirais que ils sont tous partis, à l'exception donc de 2 personnes, Alice Badjangana, qui est la seule femme du film, mais c'est pas la seule qui a beaucoup milité dans l'histoire du Congo, mais c'était la plus accessible à ce moment-là, et puis elle a joué un rôle aussi clé dans l'histoire du Congo. Et nous avons M. Adolphe Bengi, qui a 87 ans cette année, l'air de rien. Donc c'est le seul, et ce sont les 2 seules personnes qui sont encore parmi nous. Et Madame Alice, elle a bientôt 77 ans, 78 ans l'année prochaine. Alors, l'Afrique centrale réserve un accueil chaleureux à Révolutionnaire, puisqu'après le 23 mars, vous êtes parti le 23 juillet. Apparemment, le 23, c'est une très bonne date, un très bon jour pour vous. Vous étiez du côté de Yaoundé pour le festival Écran Noir. Et là aussi, Révolutionnaire reçoit un prix. Révolutionnaire a reçu le prix du meilleur documentaire international. Donc, c'est pas seulement le meilleur documentaire congolais ou africain, mais international. Donc, pour nous, c'était une fierté. C'est-à-dire que le jury qui s'est réuni à Yaoundé, au Cameroun, a reconnu notre travail. C'est une première aussi, paraît-il en Afrique, qu'un enfant d'Afrique puisse donner également cette lecture africaine de l'histoire, tout en faisant appel aux outils communément admis par tout le monde, à savoir être le plus impartial possible et surtout donner la parole aux acteurs. C'est important parce qu'on peut toujours refaire l'histoire, mais quand vous donnez la parole aux acteurs qui l'ont vécu, en les confrontant eux-mêmes aux écrits, aux paroles qu'ils ont prononcées à telle période de leur vie, je pense que ça permet de pouvoir saisir
les parcours des différents pays ou de ces acteurs-là dans leur globalité. Alors, ce qui est surprenant en fait dans ce prix, c'est surtout la lecture en fait africaine, même mondiale, de ces ponts de l'histoire du Congo, parce que là, en fait, ce n'est pas l'histoire de toute l'Afrique, mais c'est l'histoire d'un pays, du Congo, qui va en fait refléter quasiment l'histoire d'un continent. Exactement. C'est pour ça que je pense que ce film-là interpelle plus d'un Africain. Moi, quand j'étais au Cameroun, les Camerounais et surtout la jeunesse camerounaise nous a dit « Grand frère, merci ». Je découvrais concrètement le public camerounais qui me disait « Grand frère, merci ». Et à ce festival-là, il y avait des Africains venus des 4 coins d'Afrique. Vous avez des Réunionnais, vous avez des Burkinabés, des Gabonais, des Sénégalais, j'en passe. Et vous aviez également beaucoup concrètement de réalisateurs français, canadiens, et maghrébins, et j'en passe. Et donc, pour moi, le fait d'être reconnu par mes pairs et par ce public assez divers, ça veut dire concrètement qu'on est sur la bonne voie pour la compréhension des événements actuels et surtout de notre histoire. Alors, une histoire qui s'écrit et qui se voit désormais. En attendant que puisse avancer dans le deuxième volet, on va déjà évoquer ce que vous êtes attendu. Donc les récompenses n'ont pas terminé, hein. Vous êtes nominé sur plusieurs points du monde déjà. Vous êtes attendu à Saint-Denis de la Réunion d'ici là, FESPACO et tout ça. Comment est-ce que vous vivez en fait ces moments? Disons que c'est toujours une joie de rencontrer un nouveau public. Et de rencontrer aussi, et de trouver, plutôt de découvrir les réactions du public. Le public réunionnais n'est pas le public congolais, n'est pas le public camerounais, etc. Et le public sénégalais a des choses à me dire. Et c'est toujours cet échange perpétuel, permanent, qui, moi, me fascine et qui permet concrètement de pouvoir de donner, comment dire, ça nous encourage. Ça nous encourage tout simplement à aller de l'avant, à toujours continuer à œuvrer pour des œuvres, des documentaires qui puissent faire la fierté du Congo, des Congolais, des Africains et de l'humanité de manière générale. Voilà, par rapport à ça, donc Saint-Denis de la Réunion, ce 3 et 10 décembre aussi. Après, c'est Saint-Louis, quasiment les mêmes dates, hein, 5 et 10 décembre. Je ne sais pas comment vous allez faire pour être deux endroits en même temps. C'est vrai que, comme on dit, on peut être deux endroits en même temps, mais je pense que j'opterai, comme on dit, pour une seule destination. Voilà. Et après, il y aura FESPACO, puisque FESPACO, c'est ce grand festival panafricain de Ouagadougou qui va avoir lieu en février 2017. Et là, vous êtes nominé en fait dans la catégorie de documentaire. C'est bien ça. Et finalement, vous vous attendiez à quoi alors? Ah bon, on ne sait jamais, ce sera peut-être le premier prix congolais au FESPACO. Oui. Donc, écoutez, on va continuer à porter les couleurs du pays. Un emploi du temps chargé, puisqu'après ce serait le Canada en avril et puis Cannes au mois de mai, là aussi toujours dans votre catégorie documentaire. Et en espérant que cela puisse produire. Alors on va maintenant évoquer avec vous, Assimta, le deuxième volet, puisque là vous nous avez pris plus ou moins de cours, hein, vous nous parlez là des années 60 jusqu'à 63, on va repartir un peu plus tard. Le deuxième volet se prépare. Le deuxième volet se prépare, donc c'est la période 1875 à 1947 à peu près. Donc concrètement, pour comprendre ce qui s'est passé lors des indépendances, il faut repartir en arrière, la genèse. Donc le deuxième volet s'appellera la genèse. Donc c'est le parcours de plusieurs personnes qui ont fait le Congo d'hier et qui ont impacté sur le Congo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aurez des personnes aussi bien des figures emblématiques comme Mabiala Manganga, Petambongo, Makoko, le Malwango, vous aurez des parcours de Félix Tikaya, de André Grondamatswa et de Jaco Pango. Voilà. Donc des noms qui aujourd'hui inspirent, qui ont inspiré et qui continuent en fait à entretenir cette mémoire congolaise. Mabiala Manganga, je me rappelle à l'époque, on scandait Mabiala Manganga, héros national, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait pour être héros. Exactement. Non, mais c'est ça le grand défi. Oui. C'est que les gens effectivement qui connaissent ces noms ou ces personnes puissent avoir toutes les informations utiles pour qu'ils puissent savoir, ok, Mabiala Manganga je connaissais, mais ce serait bien effectivement de découvrir l'homme qui se cache derrière ce nom, tout simplement. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, donc les plus jeunes générations,
C'est aussi important de savoir que notre histoire ne commence pas en 1960. Que en ce qui concerne les 342 000 km² du Congo-Brazzaville, l'histoire commence, notre histoire commune commence en 1880 à peu près. Donc, et pas parce que M. Savon-de Brazza s'est déplacé à Brazzaville. Mais il faut raconter l'histoire de toutes les populations qui habitaient cet espace-là et leur rapport pour leur rapport tout simplement national, culturel, historique. Et c'est ça le gros défi. On découvre aussi des hommes un peu comme les Boïta Mbongo, qui étaient des gros businessmen à cette époque-là. Ah ben voilà. On a l'impression que le Congo n'a pas produit des industriels, mais déjà au 19e siècle, exactement. Il y avait déjà des hommes qui faisaient la fierté du Congo sur le plan de business. Exactement. Et une personnalité comme Boïta Mbongo, qui était un homme d'affaires du 19e siècle, dont les intérêts économiques vont rivaliser avec ceux des nouveaux occupants du Congo, notamment des administrations coloniales et françaises. Vous savez concrètement, c'est ça qui va l'emmener à se révolter après Mabel Manganga. Oui. Donc il faut que justement les Congolais connaissent que dans cet espace-là, il y avait concrètement du commerce, il y avait une vie culturelle, il y avait une vie tout simplement, et que nous n'avons pas attendu concrètement l'occupation française ou l'administration coloniale française pour pouvoir, commencer à exister. Et là, on comprend aussi que finalement, Mathieu n'a pas inventé la révolte, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà dans l'âme congolaise. Ah oui, mais ce qui est sûr, c'est que moi, il y a une chose qui me fascine dans l'histoire du Congo, c'est qu'il y a trois aspects, à peu près qu'on peut retrouver génération après génération, décennie après décennie. Il y a toujours eu un foyer de résistance au Congo. Et ça, depuis le 19e siècle. Ça a commencé par les fameux Baforons, qui ne sont autres que les populations mboshi d'aujourd'hui. Donc, qui ont tenu tête à Savon de Brazza. Lorsque Savon de Brazza est arrivé, nous avons eu des chefs téquins également, qui n'ont pas compris et qui n'ont pas admis le partenariat qui se dessinait concrètement à l'issue du fameux traité, entre guillemets, de Savon de Brazza et Makoko. Oui. Et nous avons donc Mabel Manganga, qui était un grand résistant dans la partie Sundi. Vous savez que justement, pour la petite histoire, une fois que Mabel Manganga, c'est 1896-1898, une fois qu'il a été enfumé dans ces fameuses grottes, les fameuses grottes que vous retrouvez pas loin de Lulombo, Lulombo qui est tout à fait. Oui. Tout ce foyer de résistance s'est traduit à travers Matswa, les fameux Matswanistes, les syndicalistes, Jacob Ango, Fetikaya, etc. Donc il y a toujours eu un foyer de résistance au Congo. Et en dehors de cela, vous pouvez également remarquer, ce qui me fascine moi, cette culture concrètement du pouvoir incarné par le chef du moment. Donc ça, c'est des choses que vous retrouvez décennie après décennie, siècle après siècle. Et ça, c'est des choses qui nous interpellent tous. Alors, des choses qui nous interpellent, qu'on retrouvera sans doute dans Genèse, puisque ce sera ce premier volet de cette trilogie. On a connu le deuxième révolutionnaire, Genèse qui va arriver d'ici là. Alors là aussi, c'est pas toujours évident de rassembler en fait tous ces documents, parce que dans les années 1800, on n'a peut-être plus grand-chose. Et vous allez faire rentrer un procédé qui en soi révolutionnaire, c'est la 3D. Exactement, c'est la 3D. Donc on va essayer de reconstruire certaines batailles du mieux qu'on peut. Oui. Donc ça, c'est aussi le défi, parce qu'effectivement, nous n'avons pas des images d'archives, nous avons des photos, nous avons des dessins, mais je pense que le public aujourd'hui sera plus intéressé à pouvoir revivre certaines sensations, certaines actions, certaines batailles notamment. Tout à fait. Donc c'est un peu ça le défi. Voilà pourquoi on prend tout ce temps-là. Voilà donc. Nous espérons vous livrer pour 2017, mais fin 2017, si la technique nous le permet. Alors, si la technique vous le permet, alors il y a quand même des choses qu'on se posera, mais si on connaît plus ou moins le visage de Mathieu, mais tous les autres, là, on ne s'imagine pas à quoi pouvait ressembler Mabel Manganga, en fait. Comment était-il, comment on le décrit dans les archives que vous avez pu consulter? Mabel Manganga, c'était quelqu'un, comme on dit, qui était ce qu'on peut dire aujourd'hui un Rastaman. C'est-à-dire qu'il avait des dreadlocks. Mabel Manganga avait des dreadlocks. Il était grand de taille, c'était vraiment quelqu'un de bien bâti. Et c'est vrai qu'il est impressionné par sa connaissance aussi bien des plantes médicinales, parce qu'il a une capacité de soigner les gens. Et puis, c'était un meneur d'hommes également.
Donc, c'est tous ces aspects-là, justement. Alors, il y a des croquis de l'époque. D'accord. Donc, du 19e siècle, beaucoup de personnes de la mission Marchand, notamment du fameux capitaine Marchand, vous savez, qui a parcouru la route des caravanes, qui a affronté Mabel Manganga. Et je dirais pas ses guerriers, mais bon, dire ses partisans. Ils ont beaucoup dessiné. Donc à partir de là, on peut déjà avoir une image. Voilà. Et aujourd'hui, certains Congolais ont des portraits de Mabel Manganga chez eux. D'accord. C'est formidable. Donc il y a moyen, quoi, en fait. Il y a moyen. On arrivera à visualiser ce fameux Mabel Manganga. Et finalement, Bouta Mbongo, comment était-il? Si c'est un businessman, on le voit peut-être assez peu sur lui, contrairement à... Vous savez que Bouta Mbongo, quand nous étions enfants, il y avait certains croquis. Vous savez, il y a des écoles Bouta Mbongo. Oui, tout à fait. Oui. Vous voyez, moi je me rappelle, tout gamin, j'avais 5 ans, 6 ans, ce dont je me rappelle, c'était le Bouta Mbongo, à l'école Bouta Mbongo, pas loin de la mairie de Mungali, la commune, comme on disait à l'époque, avec les chaînes, comment dire, brisées. Bon. Mais c'est vrai que, comme on dit, quand on retrouve quelques croquis, là aussi nous avons des éléments, comme on dit, on peut avoir le visage de Bouta Mbongo. Donc ce sera une façon effectivement de découvrir aussi la personne, quoi. Oui. C'est vrai que les traits, c'est important quand même. Il y a très peu de femmes dans cette période-là. Ah, il y a très peu de femmes. Alors qu'effectivement, on a tendance à dire, vous savez, que derrière un grand homme se cache une femme, mais bon, je vous dirais que ce qui est curieux... Vous allez faire démentir finalement cet adage, c'est grave, à Assimta Boutambo. C'est un risque que vous prenez là, si derrière un grand homme, alors que c'est dit communément il y a une grande femme. Mais vous savez que les femmes congolaises ont beaucoup œuvré concrètement pour notre résistance et pour notre émancipation. Alors souvent, concrètement, ce sont des héros anonymes, c'est des héros de l'ombre. Donc je dirais que des personnes visibles, il n'y en a pas, mais vous aurez des surprises. Ça, je vous le garantis. Voilà, en attendant que nous découvrons ces surprises. Aujourd'hui, déjà, en termes de préparation, c'est vrai que vous allez repartir donc au Congo, sur en fait les lieux, pour construire plus ou moins, pour vous imprégner des lieux afin de refaire en fait ce travail de reconstitution. Exactement. Alors c'est vrai que comme on dit, on a pris un peu de retard, mais bon, le travail continue. Là, on a axé notre travail d'abord sur la post-production, notamment avec les reconstructions de certaines batailles, certains reliefs. Et puis ensuite, il y aura donc un tournage effectif sur les lieux, c'est-à-dire aux 4 coins du Congo, notamment, par exemple, le long de la Lima, le long du plateau, du Poul, et puis vous avez aussi la partie du Royaume Lango, les environnements, et vous avez les fameuses grosses batailles de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu dans la région de Birou, la Songhai et compagnie. Ça aussi, c'est une façon de découvrir notre histoire. Voilà, une façon de découvrir notre histoire, et c'est surtout une façon très intéressante. Assimta Boukambo, on se rend bien compte que finalement, cette histoire a des liens aujourd'hui avec la réalité. Parce qu'on parle de grotte aujourd'hui, la situation dans le pôle nous évoque plus ou moins ce moment de résistance. Par rapport à tout ce que vous avez pu avoir en main, vous visualisez comme document, quelle est votre lecture en fait du Congo d'aujourd'hui? Ma lecture est assez simple. Je dirais que tout simplement, c'est que l'histoire a tendance à se répéter. Et le drame des Congolais ou des élites congolaises, je dirais même des politiques congolais, c'est qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Parce que s'ils s'imprégnaient de notre histoire, ils auront des réponses à un bon nombre de choses, comme on dit, qui se passent aujourd'hui. Et l'histoire de l'humanité est riche d'enseignements. Malheureusement, les gens ne prennent pas suffisamment de temps de pouvoir s'en imprégner et puis s'en inspirer pour savoir les erreurs à ne pas commettre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui se passe dans le pool nous interpelle. Ce qui m'interpelle également, c'est ce qui s'est passé dernièrement au Cameroun. Je dirais tout simplement, c'est que on a le sentiment qu'on a une élite africaine qui ne se rend pas compte qu'il est temps de changer de logiciel. C'est-à-dire que les populations aspirent non seulement à bien-être, mais elles aspirent tout simplement à être respectées dans leur dimension humaine, tout simplement. Donc, chaque être humain aspire au bonheur. Chaque être humain aspire au bien-être. Chaque être humain aspire à élever ses enfants décemment. Chaque être humain aspire à la santé. Chaque être humain aspire à s'épanouir dans ce qu'il sait faire. Et donc à gagner sa vie honnêtement, sans discrimination aucune. Donc effectivement, ce qui se passe aujourd'hui dans le Poul, comme dans le Congo et ailleurs, nous interpelle tous.
à plus d'un titre. Mais je pense que le travail, comme on dit, de documentariste que j'effectue, c'est nous permettre tout simplement de pouvoir regarder l'autre sans le prendre ou le juger en ennemi. Parce que pour se battre, il faut être deux. Pour discuter, il faut être deux. Pour se disputer, il faut être deux. Pour dialoguer, il faut être deux. Et je pense que si les Congolais s'imprègnent de notre histoire, ils auront les clés pour pouvoir résoudre les conflits les plus dommageables pour le vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. Oui. Est-ce qu'on a, on va terminer cette entretien, est-ce qu'on a dans ces périodes-là des moments de rassemblement où il y a eu des tensions et après les Congolais se retrouvent pour avancer ensemble? Ah oui, ça vous le retrouverez tout simplement à travers même le parcours, le travail de André Grenard-Matsua par exemple. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que André Grenard-Matsua par exemple avait des militants dans toute l'Afrique équatoriale française à l'époque, on disait. Donc il avait des partisans aussi bien au nord et au sud du Congo, des partisans au Centrafrique, au Tchad, les gens passent. Et ce qu'il voulait, c'était tout simplement pour ces personnes-là, c'était concrètement l'émancipation des populations noires, africaines, et surtout un vivre, c'est-à-dire la possibilité de vivre dignement. Parce qu'ils allaient tout simplement du principe que c'était la terre de leurs ancêtres, que cette terre produisait des richesses, il fallait concrètement que ces richesses-là profitent d'abord aux enfants du pays. Nous en sommes encore là. C'est ça la grosse bataille. L'autre chose, on pourrait voir dans la Genèse, une personne comme Jacob Pango, quand en 1943, il commence à déposer des tracts à l'époque dans les bureaux du gouverneur, qui n'est autre que Félix Eboué, petit-fils, comme on dit, de Guyanais d'origine, petit-fils d'esclaves. Oui. Les gens oublient que Félix Eboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale française, donc de la France libre, mais vous avez en face des gens comme Matsua, qui sont arrêtés, exécutés en 1942. Vous avez Jacob Pango, qui, avec Kamban et les autres, manifestent, font des tracts, revendiquent. C'est des gens qu'on emprisonne. Et où on les emprisonne? À Kinkala. Donc, pour des gens qui étaient au mouvement socialiste africain, comme Jacob Pango et ses partisans, et pour la petite histoire, Jacob Pango avait aussi beaucoup de militants concrètement du sud du pays. Et c'est ça que les gens oublient. Et je dirais que beaucoup de machuanistes, avant de jeter leur dévolu sur Félix Tikaya, certains ont appuyé, comme on dit, Jacob Pango. Avant de certains de jeter leur haute dévolue sur une personnalité comme Yulu, beaucoup de machuanistes du sud du pays, comme du nord du pays, beaucoup concrètement, a apporté leur soutien également à Jacob Pango. Donc, il faut comprendre que l'identité congolaise, le nationalisme congolais ou le patriotisme congolais a été incarné par différentes personnes, mais qui mettaient la collectivité, le pays au-dessus de leur personne. Et ils avaient su concrètement à chaque fois trouver des moments de concorde nationale. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que l'histoire a retenu une personne comme Matsua, Jacob Pango et j'en passe, et Félix Tikaya, c'est des personnes, comme on dit, qui se battaient et qui revendiquaient au nom d'un pays, d'une nation. Et pas, ils n'avaient aucune lecture sectaire, comme on dit, du Congo. Ce qu'on déplore aujourd'hui, malheureusement. Voilà, ce qu'on déplore aujourd'hui. Nous attendons donc ce deuxième volet. C'est une trilogie, il faut rappeler que c'est une trilogie. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la troisième partie, mais on sait déjà qu'il y a eu Révolutionnaire, donc qui est sorti, qui est disponible, que vous pouvez trouver sur Amazon, pour le citer. Vous pouvez commander en ligne, éventuellement, pour vivre cette histoire du Congo. Nous attendons donc la Genèse. Donc il sera là aussi des grands moments où on redécouvrira cette histoire, surtout d'où tout est parti avant qu'on arrive à la Révolution. Exactement. Et après le troisième volet, je suppose, ça sera un autre temps moderne, à l'ère d'Internet, de Facebook. Et... Exactement. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire du Congo. Et tous les autres outils qui nous permettent de bien comprendre l'histoire. Hassim Tall, je vois que votre actualité est grande et que cette année 2016 se termine, je pense, en beauté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2017 ? Le meilleur, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ait encore cette capacité de continuer à travailler
pour l'histoire, tout simplement, l'histoire congolaise, mais l'histoire africaine en général. Il faut rassurer les gens qui nous suivent que les archives existent. Hein. Les archives existent bien, tout n'est pas perdu. Ah non, tout n'est pas perdu. Ce qui est génial, ce qui est formidable, c'est que les archives non seulement existent au Congo, mais elles existent également dans tous les pays qui ont eu des liens privilégiés avec le Congo. Donc, tout simplement, ça ne demande que des personnes passionnées et volontaires pour pouvoir concrètement mettre ces archives à la disposition du grand public. En tout cas, c'est la tâche, comme on dit, quand on s'est assigné. Alors, c'est une tâche qui pourrait aussi se faire sous forme d'association, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une société d'histoire sur tout ce qui concerne le Congo. On n'a pas de manuel déjà qui existe. Notre histoire, on la découvre maintenant avec vous sur ces supports, mais il y a peut-être du boulot à faire pour les gens d'aujourd'hui qui ont anciennes d'histoire, mais qui sont même passionnés de l'histoire du Congo, de pouvoir s'investir. Mais disons que c'est important. Il ne faut pas que cette histoire-là, on la découvre quand on est adulte ou étudiant. Oui. Ou quand on est acculé, tel qu'on se retrouve aujourd'hui en train de découvrir des choses. Il est temps tout simplement que cette histoire soit également dans les manuels scolaires, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale et toutes les personnes de bonne volonté, le gouvernement compris, doivent se saisir de ces problèmes-là. De toute façon, je pense qu'on est en train d'œuvrer dans ce sens-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les équipes avec lesquelles nous travaillons, on interpelle tous les universitaires, parce qu'il y a quand même des gens bien payés au Congo, qui sont censés faire ce travail-là. Donc chacun ses responsabilités. Donc nous, tout simplement, on va œuvrer dans ce sens-là, on va pousser dans ce sens-là, pour que nos enfants apprennent notre histoire dès l'école primaire et qu'ils puissent s'en imprégner avec tout ce qu'il y a de bien et de mal, pour qu'on puisse concrètement faire d'eux des citoyens fiers d'être congolais déjà, et surtout qui ont la possibilité de se projeter sans récrimination, parce que c'est un pays qui est assez magnifique, comme disait le vieux Obongi, le film révolutionnaire, Gabriel Obongi, paix à son âme, il est parti l'année dernière. Le Congo, c'est un pays magnifique. Donc il faut que chacun travaille à la sueur de son front, comme disait le vieux Obongi. Voilà, c'est sur cette magnificence qu'on va se quitter. Assimtal encore, merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'entretien du jour. Merci à notre invité, merci toujours à Noko Kumonga Kosso et surtout à vous aussi d'avoir pris le temps de nous suivre et surtout de bien comprendre l'intérêt de notre histoire aujourd'hui, tant qu'elle passe par les œuvres vidéographiques. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.